la comptine dans le noir. Installe-toi doucement. Cette histoire parle d'un garçon que presque personne n'aimait vraiment. Pas parce qu'il était différent, pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il avait compris très tôt qu'on peut faire peur aux autres et se sentir fort pendant quelques secondes. Il s'appelait Yanis. Il avait 14 ans. Il vivait dans un appartement trop silencieux, avec des parents presque toujours absents. Son père partait tôt. Sa mère rentrait tard. Il travaillait beaucoup, parlait peu, et quand ils étaient là, leur regard semblait souvent passer à travers lui. Alors Yanis avait trouvé une autre façon d'exister. À l'école, il riait plus fort que les autres. Il coupait la parole. Il bousculait. Il lançait des remarques piquantes, juste assez fort pour que tout le monde entende, et juste assez vite pour qu'aucun adulte n'attrape vraiment le moment. Les plus petits le craignaient. Certains lui donnaient leur goûter. D'autres baissaient les yeux quand il passait. Et parmi tous ceux qu'il aimait faire taire, il y avait une fille. Une fille étrange. Personne ne savait exactement d'où elle venait. Elle était là depuis quelques mois seulement. Mais déjà, autour d'elle, quelque chose dérangeait. Elle parlait peu. Elle portait toujours les mêmes vêtements sombres. Ses cheveux étaient noirs, très noirs, comme s'ils avalaient la lumière. Et ses yeux donnaient parfois l'impression qu'elle regardait plus loin que les autres. Pas à travers toi, plus loin, comme si elle voyait derrière les gestes, derrière les mots, derrière ce qu'on essaie de cacher. Elle s'appelait Salomé, mais presque personne n'utilisait son prénom. Les enfants lui avaient donné un surnom méchant. Un de ces surnoms qu'on répète en groupe pour avoir l'air moins cruel. Yanis, lui, l'utilisait tout le temps, plus que les autres, beaucoup plus. On ne savait pas vraiment pourquoi il s'acharnait sur elle. Peut-être parce qu'elle ne pleurait jamais. Peut-être parce qu'elle ne répondait pas. Peut-être parce qu'elle avait ce calme qui rend parfois les gens violents. Chaque matin, une vieille femme venait la déposer à l'école. Elle avançait lentement, courbée, avec une silhouette fine qui semblait pencher vers le sol, comme si elle écoutait quelque chose que les autres n'entendaient pas. Les enfants l'évitaient sans savoir pourquoi. Elle ne criait jamais, ne souriait presque jamais. Mais quand elle regardait quelqu'un, on avait souvent envie de détourner les yeux. Un jour, Yanis avait fait tomber les cahiers de Salomé dans la cour, juste devant tout le monde. Les feuilles s'étaient envolées, le vent les avait plaquées dans une flaque, et des rires avaient éclaté autour. Salomé s'était baissée sans rien dire. La vieille femme, qui arrivait justement au portail, avait tout vu. Elle avait marché vers Yanis sans se presser, lentement, très lentement. Et lorsqu'elle s'était arrêtée devant lui, il avait d'abord souri. Un sourire insolent. Un sourire qui disait « Tu ne peux rien contre moi ». La vieille femme l'avait regardé longtemps. Puis elle avait dit, d'une voix si basse qu'il avait dû se pencher légèrement pour l'entendre. Il y a des choses qu'on réveille quand on s'amuse trop avec la peur des autres. Yanis avait ri. Un vrai rire cette fois. Franc, sec, moqueur. C'est ça, oui. La vieille femme avait alors tourné la tête vers Salomé
puis de nouveau vers lui. Et elle avait ajouté : « Quand la nuit viendra, écoute bien. » Yanis avait haussé les épaules. Puis il était parti en courant. Le soir même, il oublia presque la scène. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose commença. Au début, ce ne fut presque rien. Un bruit, très léger, comme si quelqu'un murmurait dans une autre pièce. Yanis dormait mal, comme souvent. Il ouvrit les yeux. Sa chambre était noire. La lumière du couloir filtrait un peu sous la porte, dessinant une ligne pâle sur le sol. Le bruit revint. Pas un mot, pas encore. Juste un rythme. Comme une voix très lointaine qui conterait quelque chose. Il resta immobile. Puis le son s'éteignit. Le lendemain matin, il se réveilla fatigué, nerveux, mais sans trop savoir pourquoi. À l'école, Salomé n'était pas là. La place où elle s'asseyait était vide. Yanis fit semblant de ne pas le remarquer. Mais dans la journée, plusieurs fois, sans raison, il eut l'impression qu'on observait. Pas de face, pas directement, plutôt de côté, comme une présence patiente, discrète, qui attendait que quelque chose commence. La deuxième nuit, le murmure revint, plus net. Yanis ouvrit les yeux brutalement. Il entendait maintenant des mots, ou plutôt une sorte de comptine, une voix lente, usée, presque chantée. Il se redressa dans son lit. Le son semblait venir du fond de la chambre, puis des murs, puis de sous le lit, comme si l'endroit entier murmurait doucement autour de lui. Il tendit l'oreille, et il comprit quelques mots, des mots simples, étrangement simples, comme ceux d'une chanson d'enfant, mais vidés de toute douceur. Quelque chose comme « Ceux qui blessent, ceux qui rient, ceux qui poussent, ceux qu'on suit. » La voix s'arrêta. Yanis alluma aussitôt sa lampe. Rien. Sa chambre était vide. Normal. Il se leva, ouvrit la porte, regarda dans le couloir, dans le salon, dans la cuisine. Personne. Il alla même vérifier l'entrée. La serrure était fermée. Tout était à sa place. Et pourtant, quand il revint dans sa chambre, il trouva, au milieu du sol, une bille noire. Petite, brillante. Il la ramassa. Elle était glacée. Le lendemain, Yanis garda la bille dans sa poche. Toute la journée, elle sembla peser plus lourd que prévu. Quand il se moquait de quelqu'un, il la sentait contre sa jambe. Quand il parlait trop fort, elle semblait froide. Quand il s'approchait d'un plus petit, elle devenait presque douloureuse, comme si un morceau de glace appuyait contre sa peau. À la récréation, il vit Salomé. Elle était revenue, assise seule au bord du terrain. Il la regarda un instant, poussé par cette habitude stupide de toujours recommencer les mêmes gestes. Il s'approcha. « Alors, t'as disparu hier ?» Elle leva les yeux vers lui. Pas de colère, pas de peur, seulement une fatigue étrange.
Tu devrais rentrer plus tôt ce soir, dit-elle. Il éclata de rire. Pourquoi? T'as peur pour moi? Elle le fixa encore quelques secondes, puis répondit « Non, pas pour toi, pour ce qui vient quand personne ne t'écoute. » Yanis sentit quelque chose se contracter dans son ventre, très brièvement. Puis il partit. Mais cette fois, il ne riait plus vraiment. La troisième nuit, il fit un rêve. Ou peut-être que ce n'était pas un rêve. Il se trouvait dans une grande pièce obscure. Le plafond était haut, trop haut pour être vu en entier. Le sol, froid, semblait en pierre. Tout autour de lui, dans l'ombre, des formes étaient allongées. Des enfants, immobiles, pas blessés, pas morts, mais figés dans une sorte d'attente silencieuse. Et au fond de la pièce, quelqu'un marchait lentement. Yanis ne voyait pas encore son visage, seulement sa silhouette, lourde, immense. Comme si elle portait sur elle le poids de toutes les peurs qu'on laisse derrière soi. Puis la voix recommença, la comptine, cette fois plus claire. Ceux qu'on blesse restent là, dans le noir. Ils ne parlent pas. La silhouette s'approcha encore. Yanis voulut reculer. Impossible. Ses pieds ne répondaient plus. Quelque chose en lui savait déjà qu'il ne rêvait pas comme d'habitude. Quelque chose comprenait que cet endroit n'appartenait pas au sommeil. Il entendit alors une autre voix, très près de lui, une voix d'enfant. « Tu entends maintenant ?» Il tourna la tête. Salomé se tenait là, dans la pénombre. Pas exactement comme à l'école. Plus pâle, plus calme encore. Comme si elle faisait partie de cette pièce depuis bien plus longtemps qu'elle ne le devrait. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. Elle le regarda longtemps, puis répondit « C'est l'endroit où la peur revient quand elle n'a jamais été reconnue. » La grande silhouette s'arrêta. Yanis ne distinguait toujours pas son visage, seulement son souffle, lent, profond, presque animal. « Fais-le partir, » dit Yanis. « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. » Le silence retomba, épais. Puis Salomé ajouta, très doucement, « Chaque fois que tu faisais peur à quelqu'un, sans jamais regarder ce que ça laissait derrière, tu lui donnais une forme. » Yanis voulut protester, dire que ce n'était pas si grave, que c'était juste pour rire, que tout le monde faisait ça. Mais aucun mot ne vint, parce qu'au fond, même avant cette nuit, il savait. La silhouette leva une main, et la comptine reprit. Ceux qui tombent, ceux qui tremblent, ceux qu'on laisse et qu'on n'entend pas. Yanis se réveilla en hurlant. Sa lampe de chevet s'alluma seule, puis s'éteignit. Sa gorge était sèche. Son cœur cognait si fort qu'il crut qu'il allait vomir. Quand le jour se leva enfin, il resta assis longtemps sur son lit, incapable de bouger. Puis il se leva et alla voir ses parents. Ils étaient déjà pressés. Son père cherchait ses clés. Sa mère lisait des messages sur son téléphone. « J'ai fait un cauchemar, » dit-il. Sa mère releva à peine la tête. « Encore ? » ?»« Non, pas encore. C'était différent. »
Tu regardes trop d'écrans le soir. Je vous parle sérieusement. Son père soupira. Yanis, on est déjà en retard. Il y avait quelqu'un, une voix et... Ce n'était qu'un rêve, coupa sa mère. Tu iras mieux ce soir. Puis ils partirent. La porte claqua. L'appartement retomba dans ce silence que Yanis n'avait jamais vraiment remarqué avant. Et pour la première fois, il comprit à quel point on peut parler sans être entendu. Les nuits suivantes, la comptine continua. Toujours plus longue, toujours plus proche. Chaque soir, avant même de s'endormir, il l'entendait déjà dans sa chambre. Parfois derrière sa porte, parfois sous sa fenêtre, parfois à l'intérieur de son oreiller, comme si le tissu lui-même murmurait contre son oreille. Et le rêve revenait. Toujours la même pièce, toujours les enfants allongés, toujours cette silhouette qui comptait. Mais à chaque fois, elle s'approchait davantage. Et chaque fois, Yanis reconnaissait un peu mieux certains visages. Un garçon qu'il avait enfermé dans les toilettes une fois, une petite qu'il avait fait pleurer dans la cour, un élève à qui il avait pris de l'argent, et d'autres, beaucoup d'autres. Des visages qu'il avait oubliés, mais qui, eux, ne semblaient pas l'avoir oublié. Le jour, il changea. Il parla moins, rit moins, évita les groupes. Les autres commencèrent à le trouver bizarre. Certains se moquèrent à leur tour, mais il n'avait plus la force de répondre. Il chercha Salomé partout, dans la cour, dans les couloirs, à la sortie. Parfois, elle était là, parfois non. Et quand elle était là, elle n'avait jamais l'air surprise de le voir. Un après-midi, il parvint enfin à lui parler seul. « Dis-moi comment arrêter ça. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis dit « Tu veux que ça s'arrête ? Ou tu veux juste ne plus avoir peur ?» Il ouvrit la bouche, la referma. Elle continua « Ce n'est pas la même chose. » « Je ne comprends pas. »« Si, tu comprends très bien. » Elle se leva. « Tant que tu veux seulement fuir ce que tu as réveillé, ça reviendra. »« Alors quoi ?» Salomé baissa les yeux vers ses mains, puis murmura « Il faut regarder ce que tu as laissé dans les autres. » Yanis sentit une colère soudaine monter. Ce ne sont que des blagues. Elle leva la tête. Et dans ses yeux noirs, quelque chose passa. Pas de la colère, pas du jugement. Plutôt une immense tristesse. C'est toujours ce qu'on dit quand on veut que la douleur soit plus petite que soi. Puis elle partit. Cette nuit-là, la silhouette arriva si près que Yanis put enfin distinguer son visage. Ou du moins, ce qui en tenait lieu. Ce n'était pas un monstre, pas exactement. C'était pire. Son visage semblait composé de fragments, d'expressions, de peur, de regards, comme si plusieurs enfants avaient laissé quelque chose d'eux dans cette forme trop grande. Il n'y avait pas de haine, seulement une présence lourde, patiente, inévitable. Et quand elle parla, sa voix n'était pas une seule voix. C'était une foule de chuchotements superposés. « Tu sais maintenant. » Yanis tremblait. « Qu'est-ce que tu veux ?» « Que
que tu regardes. La pièce autour de lui changea. Il ne vit plus le sol de pierre, mais une série de scènes, des moments, petits, rapides, presque banals. Lui, riant quand un enfant tombe. Lui, poussant quelqu'un dans un couloir. Lui, imitant, humiliant, prenant, blessant. Et à chaque fois, la scène ne s'arrêtait pas au rire. Elle continuait. Elle montrait après. Le silence après. Les mains qui tremblent. Le regard baissé. Le retour à la maison. La honte qui reste. La peur qui revient le lendemain. Yanis voulut détourner les yeux. Impossible. « Je ne savais pas », murmura-t-il. La voix répondit. « Maintenant, si. » Il se réveilla en pleurant. Vraiment. Pas de colère. Pas de rage. Seulement quelque chose qui cédait enfin. Le lendemain, il commença. Pas avec de grands mots, pas avec un grand discours, juste avec un geste. Il rendit de l'argent à un garçon de sa classe. Puis il alla voir un autre, et un autre. Il ne réussit pas toujours à parler. Parfois, il restait juste devant la personne, figé, honteux, puis repartait. Mais peu à peu, les mots finirent par venir. Des mots simples. J'ai été injuste. J'ai voulu te faire peur. Je croyais que ce n'était rien. Je me trompais. Certaines personnes se moquèrent de lui. D'autres ne le crurent pas. Certains lui dirent d'aller se faire voir. Et ils en avaient le droit. Mais quelque chose changeait quand même. Chaque nuit, la comptine devenait moins forte, plus lointaine, comme si la pièce reculait un peu, comme si la silhouette perdait du poids. Un soir, il alla voir Salomé une dernière fois. Elle attendait la vieille femme devant l'école. « Je crois que ça s'en va, » dit-il. Elle hocha la tête. « Pas parce que tu as eu peur. Parce que j'ai compris. Parce que tu as commencé à entendre. » Yanis regarda la vieille femme au bout du trottoir, puis demanda « C'est quoi exactement cette chose ?» Salomé réfléchit un instant, puis répondit « Quand une douleur n'est jamais reconnue, elle cherche parfois une forme pour revenir. » La vieille femme arriva près d'eux. Elle posa sa main sur l'épaule de Salomé, puis regarda Yanis, longtemps. Et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Cette nuit-là, il retourna une dernière fois dans la grande pièce. Les enfants n'étaient plus allongés. La silhouette était là, mais plus petite, moins dense. La comptine revint une dernière fois, très doucement. Ceux qu'on blesse restent là jusqu'au jour où quelqu'un voit. Puis le silence. Un vrai silence. Pas celui qui étouffe, pas celui qui attend. Un silence vide, paisible. Avant de disparaître tout à fait, la présence leva lentement la tête vers lui. Et Yanis comprit alors quelque chose qu'il n'oublierait plus jamais. Ce n'était pas un démon venu le punir. C'était tout ce qu'il avait refusé de regarder, rassemblé dans l'obscurité, jusqu'à devenir assez fort pour le suivre. Le lendemain matin, il se réveilla sans sursaut, sans comptine, sans voix. Sa chambre était calme, le jour ordinaire. Mais lui ne l'était plus tout à fait.
Et peut-être que c'est cela le plus troublant. Il existe des peurs qui ne viennent pas de l'ombre. Il existe des présences qu'on fabrique lentement, chaque fois qu'on écrase, chaque fois qu'on humilie, chaque fois qu'on laisse quelqu'un seul avec ce qu'on lui fait. Et souvent, on croit que tout disparaît parce que la scène est terminée. Mais ce qu'on laisse dans les autres ne s'éteint pas toujours. Parfois, ça attend. Parfois, ça grandit dans le silence. Et parfois, ça revient. Pas pour détruire, pas tout de suite, mais pour être enfin vu. Alors si un jour tu croises quelqu'un qui rit quand les autres baissent les yeux, ou si toi-même tu sens monter en toi cette envie étrange d'exister en rendant l'autre plus petit, souviens-toi peut-être que certaines comptines ne s'arrêtent jamais vraiment, tant qu'on n'a pas compris ce qu'elles essaient de dire. Et maintenant, pendant que la nuit devient plus calme, tu peux peut-être laisser cette histoire rester un instant dans un coin de ton esprit, non pas pour faire peur, mais pour rappeler doucement que la vraie force n'a jamais été dans ce qu'on impose. Elle commence souvent au moment précis où l'on choisit enfin de voir ce que l'autre ressent.